pauvre comme la RDC, comment construire son indépendance financière. Pardon. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission FM Eco qui parle économie. Aujourd'hui, on va braquer les projecteurs justement sur cette problématique. Comment devenir indépendant sur le plan financier. Alors, pour parler de ce sujet, notre invité, ce n'est pas n'importe qui. Je suis face à M. Chad Manda. Bonjour M. Chad. Bonjour M. Patrick. Alors, difficile de vous présenter, puisque beaucoup de titres. Vous êtes entrepreneur, vous êtes auteur des 2 ouvrages qui parlent de la motivation personnelle. Vous avez une licence en économie des affaires, master en administration des affaires. Vous êtes dans beaucoup de choses. Permettez-moi au moins de vous appeler expert en économie des affaires. Ça passe quand même. Oui, ça passe. Voilà. Alors, avant qu'on entame le sujet, comment vous faites pour vous départager dans tout ça? Vous êtes ici, vous êtes là. Ça se passe comment? Voilà, en fait, la vie, c'est juste question de savoir comment s'organiser. Puisque dans ma casquette des responsables d'entreprise, de chercheurs et d'écrivains, et aussi moi-même, je suis formateur, etc., c'est juste question de s'organiser. Puisque quand on gère bien son temps, on peut même être à mesure d'assumer plusieurs casquettes et de bien le faire. Donc, c'est ce que nous essayons un tout petit peu de faire. On essaye de mélanger toutes ces casquettes-là, mais avec la gestion de temps, avec un bon management de temps, ça nous permet quand même d'y arriver. Pas de surménage? Ah non, pas du tout. Bon, des surménages, ce qui est vrai, ça arrive. Ça arrive à tout le monde qui bosse dur, ça arrive en tout cas. Mais on sait quand même comment s'y prendre. Il y a des moments où on se détend un tout petit peu pour ne pas, bien entendu, mourir un jour. Voilà, exactement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on parle de l'indépendance financière. Comment faire justement pour devenir indépendant sur le plan financier? Alors, commençons d'abord par la définition des concepts. Comment vous définissez justement l'indépendance financière? Voilà, en fait, d'abord, il faudrait se rendre à l'évidence, c'est un concept subjectif. Il y a autant de définitions qu'il y a autant d'individus. Donc, on doit d'abord se mettre d'accord sur cet élément-là très important. Alors, c'est quoi déjà l'indépendance financière? Il faudrait se dire qu'il y a un certain nombre de critères. Pour certaines personnes, être indépendant financièrement, ça veut dire avoir la capacité de voyager comme on veut. Pour d'autres, par exemple, c'est avoir la capacité d'être à l'abri de besoins. Donc, en bref, on peut dire l'indépendance financière, c'est cette capacité de vivre de façon autonome sans pourtant travailler et c'est pendant longtemps. C'est-à-dire, si vous êtes capable de vivre sans pourtant travailler pendant, par exemple, 2 ou 3 ans et que vous êtes en mesure de voyager, de subvenir à vos besoins, d'être au-dessus de besoins, dans ce contexte, on peut se dire que vous êtes libre financièrement. Okay. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un lien qu'on peut établir entre l'intelligence financière et l'indépendance financière, puisque, à mon humble avis, il y a un pont à établir entre les deux? Oui, en fait, généralement, surtout ces derniers temps, c'est plus en vogue, on parle de l'intelligence financière. Mais la définition qu'on accorde actuellement à l'indépendance financière, c'est la définition que le célèbre écrivain auteur Robert Kiyosaki, oui. Pour lui être indépendant, l'américain Kiyosaki, pour lui être intelligent financièrement, ça veut dire être capable de bien investir, de bien dépenser son argent, bref, d'être capable d'avoir plus de rentabilité dans tout ce que l'on fait. Mais cette définition-là n'est pas en tout cas adaptée avec la définition d'expert en finance. Okay. Puisque d'un point de vue d'expert, quand on dit que vous avez de l'intelligence financière, ça veut simplement dire que vous avez une capacité extrême à bien comprendre des concepts liés à la comptabilité et à la finance. Donc quand vous avez cette capacité-là de bien comprendre ces concepts et bien d'agir en conséquence, ça on parle plus de l'entreprise. Oui. Mais par contre, avec cette notion d'intelligence, que d'ailleurs je ne suis pas vraiment d'accord avec Kiyosaki quand il dit qu'être intelligent financièrement, ça veut dire être capable de bien investir, de faire de la rentabilité. Ce n'est pas vraiment du tout les cas. Moi je pense plutôt qu'on devait parler de coefficient intellectuel financier. Ça veut dire quelqu'un qui est capable, qui est à mesure, bien entendu, de faire des dépenses productives et de faire des investissements censés qui lui rapportent de la rentabilité. Dans ce contexte, ce n'est pas vraiment de l'intelligence financière, mais c'est plutôt ce que nous appelons le quotient intellectuel financier. C'est-à-dire qu'il a un quotient intellectuel financier important qui fait en sorte qu'il soit capable
de prendre de bonnes décisions financières, de bien gérer son argent et de bien l'investir. Donc voilà, vous convenez avec moi que c'est proche. Donc, exactement. Il y a un point à établir. Il y a un point à établir entre l'indépendance financière et l'intelligence financière. Le point est tel que si on s'attient à la définition de Kiyosaki, on voit clairement qu'il y a un point et un lien entre l'intelligence financière et l'indépendance financière. Puisque si vous êtes capable de bien investir, si vous êtes capable de dépenser judicieusement, vous aurez un matelas financier important, ce qui peut bien entendu vous permettre d'obtenir ou d'acquérir l'indépendance financière. Voilà. Bon, j'en viens maintenant à ma question initiale. Est-ce que c'est possible, dans le contexte de la RDC, où la vie est complètement compliquée, notamment sur le plan économique, sur le plan social, est-ce que c'est possible, dans le contexte actuel, de construire son indépendance financière? Oui, c'est possible. D'ailleurs, il faudrait se le dire, comme je viens de le dire, aussi que l'indépendance financière, c'est un concept vraiment subjectif. Donc, du coup, il faudrait d'abord qu'on se dise, quand on parle de la construction de son indépendance financière, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'il faudrait d'abord se dire, moi, quand je pense que j'ai atteint l'indépendance financière, j'ai atteint un certain nombre d'éléments. Par exemple, moi, je dis que pour moi, l'indépendance financière, c'est avoir cette capacité de dépenser sans réfléchir et d'aller partout où je vais, sans pourtant travailler. Donc, là, dans ce contexte, j'ai un revenu passif, un revenu qui s'accumule au fil du temps sans pourtant que j'ai à travailler. Je donne un exemple. Oui. Vous êtes, par exemple, actionnaire de la Bralima ou de Vodacom, etc. Vous ne serez pas obligé à travailler. Vous pouvez aller en vacances, mais vos actions vont générer des dividendes, c'est-à-dire une sorte de rentabilité qu'on paye aux actionnaires. Et cela vous donnera toujours de l'argent. Donc, vous pouvez aller en voyage, en vacances et toujours se faire de l'argent. Voyez-vous? Là, c'est possible. En tout cas, c'est possible dans ce sens-là. Votre question, c'était lié au fait que... rappelons un peu l'élément. Voilà. Ce que j'étais en train de dire, c'est que dans le contexte actuel du pays sous-développé, comme le nôtre, est-ce que c'est possible de devenir indépendant financièrement? Exactement, c'est possible. C'est possible d'abord si on a des objectifs à atteindre. Puisque tout commence par là. J'aimerais atteindre quel type d'objectif? Est-ce que j'aimerais avoir plus de liberté en termes de dépenses? Puisque notre problème majeur, c'est aussi la dépense. Est-ce que j'aimerais dépenser sans calculer? C'est possible. Mais alors, pour y arriver, surtout dans un contexte très difficile comme le nôtre, il faudrait être intelligent. Quand je parle d'intelligence, je peux quand même m'allier un tout petit peu à la définition de Kiyosaki pour mettre un peu tout le monde d'accord. C'est-à-dire, exactement, je suis pas. Voilà, exactement. Pour faire un peu comme tout le monde, pour permettre à tout le monde de me comprendre, j'ai emprunté quand même cette définition de Robert Kiyosaki. Alors, quand on dit vous devez être intelligent financièrement, ça veut dire que vous devez être capable de maximiser vos dépenses productives. Quand je parle de dépenses productives, ce sont des dépenses liées à l'investissement. Par exemple, au lieu que je prenne mon argent, le peu que je gagne, au lieu que j'investisse ça dans le luxe ou dans le plaisir, dans le loisir, etc., ou dans des consommations improductives, c'est-à-dire des consommations qui ne vous apportent rien en termes d'argent, je me dis plutôt, je vais prendre un tout petit peu, une partie de mon revenu, je vais consacrer cette partie-là à l'accumulation, par exemple, des actifs. Je peux me dire, par exemple, je peux construire une maison qui va me générer, bien entendu, du cash, de l'argent. Je peux me dire, bon, si bâtir une maison, ça va être un casse-tête, c'est pas facile. Je peux, par exemple, me lancer dans une affaire, me lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans ce contexte, pour se lancer, il faudrait maintenant avoir de la connaissance, accumuler un certain nombre de connaissances qui vous permettront, bien entendu, de ne pas y aller comme quelqu'un qui va se jeter dans l'océan sans pourtant savoir la profondeur ni ce qui se trouve dedans. Donc, dans ce contexte, si je dois faire de l'entrepreneuriat, je dois bien entendu être capable de faire quoi? De me former, de sorte que je sois capable de bien le faire. Donc, si on veut atteindre l'indépendance dans un contexte comme le nôtre, il faudrait plus maximiser ces dépenses productives, ces dépenses qui génèrent de la rentabilité. Par exemple, je donne l'exemple de créer un business, par exemple. Okay. Par exemple, d'acheter des actions, dans les cas, par exemple, de gens qui ont quand même assez d'argent, ils peuvent par exemple acheter des actions de Vodacom, etc. Toutes ces entreprises-là, généralement, on vend des actions. Donc, on peut en acheter et devenir copropriétaire chez Vodacom. Du coup, les actions qu'on aura achetées, ça va générer du dividende, ça va générer du cash. Et voilà, dans ce contexte, quand vous gérez bien vos dépenses
improductives et que vous maximisez plus vos dépenses productives, dans ce contexte-là, même avec tant de difficultés, avec le temps, avec la durée, avec la persévérance, on peut quand même être capable d'atteindre cette indépendance financière. Quand bien même que ce n'est pas facile, en tout cas. Ce n'est pas facile déjà parce que nous sommes dans un contexte très difficile. Si on doit faire une comparaison entre, par exemple, notre contexte socio-économique avec celui de l'Europe, on va se dire que les gens qui sont en Europe peuvent facilement, c'est-à-dire en termes, si on doit comparer en termes de facilité ou de dureté, c'est plus facile en Europe de construire son indépendance financière dès lors qu'on a la capacité de beaucoup investir. Mais en RDC, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Déjà, un pays qui est difficile, où la situation est très difficile, pour vendre quelque chose, c'est aussi pas facile. Puisqu'il faudrait tenir compte, par exemple, du pouvoir d'achat de la population, alors que dans d'autres pays, le pouvoir d'achat est très élevé. Les climats des affaires, par exemple, l'accès au crédit, puisque ailleurs, quand on veut... La fiscalité. Exactement. Oui. Ailleurs, par exemple, quand on va investir, il y a de mesures d'accompagnement. On peut mettre à votre disposition, par exemple, une facilité d'avoir un crédit. Mais chez nous, pour avoir un crédit, c'est un casse-tête. Quand bien même que le gouvernement, actuellement, avec les différentes plateformes, il y a Fogec, etc., qui permettent au moins des jeunes d'avoir les financements. Mais jusqu'ici, l'accès, là, c'est pas facile. Il y a encore de la symétrie d'information. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent l'accès au financement très difficile. Donc, il faudrait, par exemple, savoir comment réaliser un business plan. Il faudrait être capable de se dire, de démontrer que vous allez très bien gérer le projet. Et tout ça, ce sont des éléments que, quand on est un débutant en entrepreneuriat, on n'en a pas directement. Donc, du coup, ces éléments-là, c'est un peu difficile. Mais par contre, ailleurs, il y a des mesures d'accompagnement. Mais heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes aussi là. Nous aidons les entrepreneurs, les personnes qui aimeraient acquérir leur indépendance financière au travers de l'investissement, au travers de l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour les aider en consultance, en conseil, pouvant les aider, bien entendu, à prendre des décisions judicieuses pour bien faire l'entrepreneuriat. Très bien. Bon, on va y arriver. On va en parler à la fin de l'émission. Mais quand vous parlez, moi, je pense aussi à ceux qui sont dans le salariat. Voilà. Mais dans votre explication, je ne vois pas un endroit où vous réservez, vous parlez de... Donc, quand on est dans le salaire, c'est compliqué de devenir indépendant financièrement, non, même si on vous paye beaucoup d'argent. Non, pas du tout. D'abord, l'indépendance financière ne dépend pas de l'importance du montant que vous gagnez. Ça dépend plutôt de comment vous dépensez. Avec l'indépendance, c'est plus question de comment vous dépensez que donc, même un salarié... Exactement, on peut y arriver. Exactement. Un salarié peut devenir indépendant financièrement dès lors que ces derniers investissent. C'est-à-dire qu'il ne consomme pas tout ce qu'il gagne. Parce que le vrai problème, c'est quoi? On peut gagner des sommes faramineuses. Mais dès lors que l'on n'est pas capable de bien agir sur ses dépenses, dès lors qu'on a plus de dépenses improductives, on ne sera jamais indépendant financièrement. Peu importe le nombre, peu importe le côté grandeur nature de la somme que vous gagnez. Voyez-vous? Donc, c'est plus le côté dépenses. Admettons que moi, je gagne $100 000 tout le mois et que mes dépenses improductives, je parle bien des dépenses qui ne génèrent pas de l'argent, qui ne génèrent pas du cash flow. Mes dépenses improductives, c'est par exemple autour de 99 000. Je gagne 100 000, 99 000 $, c'est pour ça. Donc, je vais rester qu'avec les quelques mille qui me restent là. Donc, du coup, dans ce contexte-là, je peux me dire que je ne suis pas indépendant financièrement. Est-ce déjà avec c'est dans quoi je dépense là, à tout moment. Si j'arrêtais de travailler, ne serait-ce que pendant, parce que généralement, c'est compliqué. Quand on arrête de travailler, ne serait-ce que pendant 6 mois, on se voit vraiment qu'on n'était pas indépendant financièrement. Puisqu'on ne saura même pas tenir le coup. On ne saura peut-être pas être capable de louer la même maison qu'on loue aujourd'hui. On ne sera pas capable de maintenir le même standing qu'on a actuellement. Donc voyez-vous, c'est déjà compliqué. Demandez donc à tout le monde de devenir entrepreneur alors. Donc, oui, investisseur. Tout le monde doit le devenir. Il faut être indépendant financièrement. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens, quand on parle de salariat, beaucoup de gens se moquent des salariés. Alors, il ne faudrait pas que les gens voient les choses de cette façon-là. Parce que généralement, on diabolise les salariats. Quand on est salarié, on ne peut jamais devenir riche. Mais c'est de la bêtise. On peut devenir riche tout en étant salarié. Dès lors que l'on peut bien gérer ses dépenses, je le dis, j'insiste, dès lors qu'on peut bien gérer ses dépenses, dès lors qu'on investit plus, on peut devenir riche tout en restant salarié. Donc, dans ce contexte, ça vous demandera d'un côté de faire l'investissement et de faire le salariat. Donc, un pas dans l'investissement, l'autre pas dans le salariat. D'ailleurs, c'est avantageux parce que vous aurez
deux sources de revenus. Le revenu émanant du salariat et l'autre revenu émanant de vos investissements. Dans ce contexte, vous êtes plus équilibré parfois plus qu'un entrepreneur qui n'a pas une autre source de revenus que son entreprise. Voilà. Bon, quand je parle de salariés, je vois un peu le fonctionnaire de l'État. Okay. Vous savez combien il touche, donc c'est autour de $200. Voilà. Dites-moi, une personne comme ça, qui a des charges, une famille à tenir, Noël les 2 bouts du mois, vous lui demandez de devenir indépendant financièrement, il doit par exemple investir dans les dépenses constructives, voilà, un peu, donc une grande partie de l'argent, et puis il doit bien gérer ses dépenses. Une personne comme un fonctionnaire, comment il peut faire? Comment il peut s'en sortir aujourd'hui? D'abord, un élément très important. Pour investir, il faudra avoir un matelas financier, il faudra avoir une épargne quelque part. C'est-à-dire un matelas d'argent que vous avez mis quelque part qui vous permettra bien entendu de faire quoi? D'investir. Mais déjà pour les cas de fonctionnaires, quand vous-même, vos dépenses nécessaires, vos dépenses de la vie courante, vous n'êtes pas à mesure de bien les satisfaire. Vos besoins courants, vous n'êtes pas capable de bien les satisfaire. Dans ce contexte, ce sera très difficile pour vous d'acquérir l'indépendance financière. Mais c'est très difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Aujourd'hui, avec les banques, puisque généralement nos fonctionnaires sont payés aujourd'hui dans des banques, etc., ils peuvent demander un crédit. Un crédit même de 1000 ou 2000 jusqu'à $5000 en concurrence bien entendu de ce qu'ils gagnent et faire un peu d'investissement avec ces crédits-là. C'est possible. C'est aussi ça tout le problème. C'est compliqué pour eux d'avoir du crédit. J'en ai parlé plusieurs fois avec des invités ici qui ont confirmé comme moi que c'est compliqué d'avoir du crédit. Voilà. Donc, en termes de remboursement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Le fait est que la plupart des gens ne sont pas informés sur des questions d'argent. Je vous jure, je suis un ancien banquier, je vous dis, généralement lorsqu'on devait mettre en place un crédit pour quelqu'un, admettons qu'on lui dit, on va vous donner par exemple $5000, je vous jure, et que dans son compte, on écrit $5000, mais on sait qu'on va par exemple créditer son compte de l'ordre simplement de $4500. Où sont partis les $700? Ce n'est pas son problème. Pourquoi? Il y a des contrats qu'il faudrait signer, etc. Il y a de frais, par exemple de juristes, etc. Tous ces frais-là, des frais bancaires, ça ne regarde pas. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est avoir l'argent. Donc, on comprend bien que notre problème, ce n'est pas que l'accès au crédit est très, très difficile, mais c'est l'information. Le Congolais, surtout, permettez-moi, surtout le pauvre, son problème, c'est qu'il ne veut pas s'informer. Il fait un effort de ne pas s'informer et ce qui fait en sorte qu'il reste dans la pauvreté. Donc, si suggérerais aux fonctionnaires, par exemple, de demander un crédit, de demander une facilité de caisse et de réfléchir énormément sur ce dans quoi ils peuvent investir pour générer de la rentabilité. Je sais qu'au début, ce ne sera pas facile, mais avec des conseils, etc. Aujourd'hui, les conseils sont d'ailleurs bon marché. Il peut avoir des conseils et quand même, petit à petit, acquérir l'indépendance financière. Un élément très important, Patrick, que l'on ne doit pas oublier. L'indépendance financière, ce n'est pas un truc que l'on acquiert du jour au lendemain. Ça, c'est travail. C'est dur pour y arriver. En tout cas, c'est dur. Vous pouvez même travailler pendant 20 ans et arriver à être indépendant financièrement peut-être la 21e année. Donc, ce n'est pas un truc genre un conseiller, un motivateur vous dit vous devez le faire aujourd'hui et demain, etc. Vous y arrivez. Non, pas du tout. D'ailleurs, la plupart des cas, ces gens-là ne sont même pas indépendants financièrement. Selon d'ailleurs, par exemple, la définition que je donne, celle qui consiste à dire quand on est indépendant, on peut voyager partout où on veut, on peut ne pas travailler et vivre décemment. Par exemple, aller ailleurs et puis être logé dans des hôtels 5 étoiles, ce n'est pas donné à tout le monde. Voyez-vous? Donc voilà, c'est possible d'y arriver dès lors qu'on est capable d'investir, de mettre un peu d'argent de côté pour des investissements productifs ou pour des dépenses productives. Mais ce n'est pas facile pour y arriver, ça demande de la discipline, ça demande de la persévérance et ça demande de l'intelligence financière. Quand vous parlez de 20 ans, je vois que certains risqueront de se décourager. 20 ans, c'est beaucoup. Non, mais en fait, voilà, 20 ans, c'est beaucoup. Non, quand je dis 20 ans, ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans les déterminismes, c'est dit que forcément, il faudrait faire 20 ans. Non, j'ai dit, pour certaines personnes, pour y arriver, ça peut faire 20 ans. Il y a par exemple des jeunes qui commencent à travailler à 24 ans. Pour qu'ils soient capables, vraiment dans notre contexte surtout, pour qu'ils soient capables d'être à l'abri de besoins, j'ai bien dit à l'abri des besoins, c'est-à-dire capables de faire des vacances à Londres, capables de faire des vacances à Dubaï, capables de faire des vacances partout où ils veulent, ça se construit.
il faudra avoir peut-être un crédit, il faudra avoir des investissements à côté, il faudra avoir d'autres sources de revenus. D'ailleurs, certains experts disent que pour atteindre cette indépendance, vous devez avoir au minimum 4 à 5 sources de revenus. Voyez-vous, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que vous travaillez aujourd'hui et demain, après 5 ans, vous acquérez cette indépendance-là. Donc, il faut forcément... Il faudrait travailler, investir énormément surtout. Plus investir. Plus vous investissez, surtout dans des investissements productifs et dans lesquels vous avez énormément d'informations, puisque un autre élément, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui investissent parce que Patrick a investi et ça marche. Mais alors que ce marché-là est saturé aujourd'hui aussi. Hein. Non, mais aucun marché dans ce pays est saturé. Le fait est que, permettez-moi, tellement que nous ne réfléchissons pas assez, nous acceptons plus de raccourcis, voilà, nous tombons, quand tout le monde va à Dubaï, aujourd'hui, toutes les femmes rêvent d'aller à Dubaï pour acheter des habits, etc. et revendre. Mais pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui ne dépensent même pas à construire des poissonneries? Aujourd'hui, en RDC, il n'y a pas de poissonnerie pour les Congolais. Quand je parle de poissonnerie, je ne vois pas les Indo-Pakistanais. Je parle par exemple de poissonnerie où on aura par exemple de poissons dans lesquels il n'y a plus de saleté, etc. On a tout enlevé, on a déjà assaisonné, etc. Tout est fait. C'est-à-dire, c'est dit déjà à préparer. Quelqu'un peut directement acheter et puis aller à la maison, cuire ça et voilà. Est-ce qu'on en a? Chère dame, c'est une proposition. Hein, voyez-vous, est-ce qu'on en a? On n'en a pas. J'en ai même parlé dans mes différentes conférences de formation. On dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Mais tellement qu'on ne sait pas voir loin, tout ce que l'on voit, c'est Dubaï, tout ce que l'on voit, c'est acheter des histoires. Mais il y a beaucoup d'opportunités dans ces pays. Et tellement que l'on ne veut pas s'informer, on fait des investissements parce que Patrick en a fait et que ça marchait et que ça va forcément marcher avec moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est prouvé scientifiquement que, généralement, les investissements qui marchent pour nous, ce sont des investissements dans lesquels on a de la passion. On a de la passion, on a des compétences, on a une expérience, on a un background. On a ces 4 éléments-là réunis, la passion, les compétences, le background et bien entendu l'expérience. Ces 4 éléments-là font en sorte que lorsque vous êtes dans un investissement qui a un trait avec votre passion, vos compétences, votre expérience, votre background, vous avez plus de chances de réussir. Mais combien de gens aujourd'hui font des investissements tout en respectant ces 4 éléments-là? Il n'y en a presque pas. On fait des investissements aujourd'hui parce que Chad le fait, parce qu'il y aurait un motivateur dans la télé qui a pondu une idée comme quoi aujourd'hui c'est tel investissement, tout le monde est dedans. C'est pas comme ça. Est-ce que l'investissement vous passionne? Est-ce que vous avez des compétences là-dessus? Est-ce que vous êtes suffisamment informé? Est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez un background? Tout ça, quand il n'y en a pas, je vous jure, mon frère, ma sœur, vous allez échouer. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que la pression fiscale qu'on observe sur le monde des affaires, en RDC principalement, ça décourage aussi. Hein. On peut avoir envie d'investir, mais on va vous dire payer taxes là-bas, payer taxes ici, sans mettre en place un guichet unique. Ça décourage, n'est-ce pas? Vous le savez mieux puisque vous êtes dans ce monde-là. Oui, en fait, c'est vrai que notre fiscalité par moment n'incite pas vraiment à l'investissement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les cas, ce n'est pas vraiment le problème. Puisque, surtout les petits commerçants, etc., qu'est-ce qu'ils payent comme en tout cas en termes de fiscalité ou impôts? C'est presque rien du tout. Le fait avec les Congolais, c'est que les Congolais n'aiment pas les formalismes. On aime toujours aller de côté. On peut vous montrer les guichets uniques là. Allez-y, vous enregistrez pour créer votre entreprise. Mais non, il y a les gens qui vont dire « Non, je ne veux pas aller là-bas, quelqu'un peut m'aider ». Ils cherchent toujours des intermédiaires. Et généralement, ce sont ces intermédiaires-là qui rendent la vie difficile aux entrepreneurs, aux potentiels entrepreneurs. Et ce qui fait en sorte qu'au bout de compte, on se dit « Mboka Nabiso, il y a ça, ça ne marche pas, etc. » Mais est-ce que vous êtes informé? Voyez-vous, le problème, c'est aussi l'information. Voilà. Et aujourd'hui, si par exemple la grande majorité de la population n'a pas suffisamment d'informations sur comment construire son indépendance financière, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu au départ un problème d'éducation financière, par exemple dans des cursus scolaires? Est-ce que ce n'est pas là le problème? Ah oui, il faudrait que l'on se mette d'accord sur ces trucs-là. Le fait est que notre système éducatif, c'est vrai, il y a beaucoup de biais. Moi, j'ai fait l'économie, par exemple. On nous a appris qu'il faudrait épargner pour investir. Mais on ne savait pas, par exemple, pourquoi est-ce que c'était impérativement important d'investir. On ne nous a pas dit, par exemple, plus vous investissez, plus vous devenez riche. On vous dit simplement que bon, il faudrait épargner, il faudrait, etc., etc. Mais on ne nous a pas montré la pertinence. Puisque quand le but est mal défini, la dérive est inévitable. Le problème, c'est qu'avec notre système éducatif, on est robotisé pour faire un salarié.
Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, notre système éducatif parfois est dépourvu des réalités du monde professionnel. Moi, je donne des formations sur le management. Mais mes formations, par exemple, professionnelles, n'ont rien à voir avec ce qu'il y a à l'université. Je vous jure, les gaps sont tellement importants que parfois même, je me dis même mon professeur d'université, quand il vient aujourd'hui, là où je donne des formations sur le management, il va se rendre évident, mais je donne quoi? Pourquoi? Là, nous faisons un effort de faire quoi? De concilier les réalités de management, pratiquement, avec bien entendu les théories. On essaye de faire une sorte de conciliation. Si cette conciliation-là, à la base, n'est pas faite, d'ailleurs, c'est ce qui fait fait dont on reproche notre système éducatif, il n'y a pas d'adéquation entre la réalité et le monde académique. Donc, déjà avec ça, je vous rejoindrai en disant que notre problème commence par là. On ne nous a pas montré comment être éduqué financièrement. Alors, disons un peu un mot sur cette éducation financière. Quand on dit quelqu'un est bien éduqué financièrement, aujourd'hui, quand on parle de l'éducation financière, ça veut dire être capable de bien économiser, capable de bien épargner pour investir ou pour faire des investissements productifs. C'est simplement ça. C'est-à-dire dépenser moins en dépenses improductives, maximiser, comme je viens de le dire, maximiser vos dépenses productives pour espérer, bien entendu, à l'ultime, acquérir cette liberté-là de dépenser votre argent comme vous voulez, de voyager comme vous voulez, de subvenir aux besoins des gens qui comptent pour vous comme vous le voulez. Voilà. On doit tenir qui pour responsable? Le gouvernement, n'est-ce pas? Si le système éducatif ne tient pas compte de réalités du terrain pour instruire sur l'éducation financière, c'est le gouvernement le responsable? Bon, généralement, ce n'est pas dans mon optique de réflexion de se dire qui doit être blâmé, etc. Mais en termes de responsabilité, je peux dire que cette responsabilité, elle est partagée. Il y a d'un côté le gouvernement qui, normalement avec le ministre de l'Enseignement, qui devait normalement mettre en place un cursus, un curriculum qui s'allie avec les réalités et la demande des entrepreneurs ou des employeurs. Ça, c'est un côté. Le deuxième côté, c'est le côté parental. Beaucoup de parents aujourd'hui, on a grandi dans un contexte où on nous disait toujours que l'argent est fait pour être dépensé. Mais si simplement on pouvait nous faire répéter à tout moment que l'argent était fait pour investir. Donc du coup déjà, notre côté là passionnel pour la dépense, ça pourra tourner vers le côté investissement. Le côté où avant de dépenser, on doit réfléchir. Si chacun de nous pouvait commencer à réfléchir avant de dépenser, on aura bien entendu l'accès à l'indépendance financière nous sera ouvert. Très bien. Alors, comment cela vous fait lorsque vous voyez les bars remplis de jeunes, de la même manière dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, mais ces jeunes demeurent pauvres aujourd'hui? Ça vous fait comment? Bon, c'est scandaleux et parfois ça me fait réfléchir beaucoup quand je vois ça. La fois dernière, j'étais à Lemba, je me dis, puisque j'étais ailleurs et je suis revenu de Kinshasa il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'il y a recrudescence des bars, etc. D'abord, c'est très pathétique pour notre pays, pour notre jeunesse. Parce que c'est prouvé de façon scientifique que beaucoup plus de bruit empêche les cerveaux de bien fonctionner. Donc, le bruit pouvait avoir un impact négatif et drastique sur l'intelligence. Je peux vous dire que l'intelligence, si on doit mesurer l'intelligence de jeunes de la RDC, pratiquement de Kin, leur intelligence, on peut se dire, sur base de cette recherche scientifique-là, que notre intelligence va décrescendo. Simplement pourquoi il y a assez de bruit. Et un autre élément, c'est que beaucoup de jeunes sont capables de dépenser dans ces histoires-là, dans des dépenses improductives. Mais ils ne réfléchissent pas comment ils peuvent dépenser pour que la dépense faite puisse générer de l'argent. Et on doit faire des sensibilisations, leur dire que c'est bien bon d'aller dans des boîtes, etc. Il n'y a pas de mal à cela. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent de côté pour vous permettre d'y arriver? Si le seul argent que vous avez, la seule somme d'argent que vous avez, par exemple $20, $30, et que vous pensez que la seule somme d'argent-là, vous devez dépenser cela pour des dépenses rien qu'improductives, mais vous êtes malheureux. On peut dire que, eh bien, mon cher ou ma chère, vous êtes voué à devenir pauvre. Et en tout cas, je vous jure, là, il n'y a pas l'État à blâmer, il n'y a pas de diable à blâmer. La personne à blâmer ou la personne responsable, c'est vous-même. Puisque vous avez $30, vous dépensez tout en boîte de nuit, etc. Et puis le lendemain, vous n'avez rien. Il n'y a pas de diable dessus. Il y a question de se dire, eh bien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je gagne en faisant cela? Qu'est-ce qui me fait rentrer en termes d'argent? Parce qu'il y a des moments, moi, parfois dans ma vie, quand il faudrait dépenser, je me dis, ou quand il faudrait faire un truc, je me dis, ça va me faire rentrer court en termes d'argent.
Et quand je pense que je vais beaucoup dépenser sans pourtant que je gagne quelque chose, eh bien, je ne dépense pas. Mais lorsqu'on réfléchit comme ça à la société, souvent on nous dit que au hasard le cost bon, hein. Donc tout ce que vous faites, ça doit être donc ça doit nécessairement vous retourner de l'argent. Mais oui. Les jeunes disent que bon voilà, il faut vivre, il faut souffler parce qu'on n'a qu'une seule vie. Non mais c'est vrai, il faut vivre, il faut souffler. Mais sachez très bien que le futur, la qualité du futur de quelqu'un dépend de la qualité de ses actions d'aujourd'hui. Vous pensez que si aujourd'hui vous faites n'importe quoi, demain votre futur sera glorieux. Même la mort en question, vous allez mourir de la façon la plus honteuse possible. Probablement, on n'aura même pas d'argent pour faire vos funérailles. Voyez-vous? Donc du coup, c'est toujours pas avantageux de se dire on vit qu'une seule fois et ça doit être une raison pour faire des bêtises ou pour dépenser à ne pas réfléchir. Dépenser à ne pas réfléchir, c'est pour des gens qui ont atteint déjà l'indépendance financière. Pour eux, ils ont raison. Si les milliardaires remplissent des bars, qui va leur dire quoi? Dites-moi, monsieur Patrick, qui va leur dire quoi? Puisque ce sont déjà des millionnaires et ils dépensent généralement ils dépensent le surplus de ce qu'ils gagnent. C'est rien en fait, ça n'a pas d'implication, ça n'a pas d'impact sur les revenus. Ils dépensent leur surplus. Mais généralement, les jeunes qui remplissent des bars, ils dépensent pas leur surplus, ils dépensent tout ce qu'ils ont. Et le lendemain, ils n'ont pas d'argent. Et puis, ils se disent, non, le gouvernement a un problème, etc. Les diables, ça et là, avec la recrudescence des églises, etc. Il y a toujours quelqu'un à blâmer. D'ailleurs, le malheureux de tout ça, c'est Satan, que l'on doit blâmer, etc. Mais c'est question de responsabilité. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de comprendre et de réaliser ceci. On est responsable de sa vie. On est responsable de son avenir. Et l'avenir se construit aujourd'hui par les actions et par les pensées que nous entretenons aujourd'hui. Très bien. Alors, aujourd'hui, justement, quand on devient financièrement stable, apparemment, c'est toute la famille qui a maintenant les yeux sur toi. Il y a des collègues, il y a ceci, il y a cela. Et on se dit que quand il y a manifestation, c'est auprès de vous. Est-ce que cela ne fragilise pas justement les efforts pour devenir financièrement indépendant? Puisque si vous dites que je ne peux pas forcément dépenser à tous les coups, on pense que vous avez eu votre argent par des chemins obscurs, voilà. Vous avez déjà dit quelqu'un qui a déjà atteint l'indépendance financière et qui doit aider les autres. Généralement, pourquoi est-ce qu'on aimerait atteindre par exemple l'indépendance financière? Pour certaines personnes, comme moi par exemple, j'aime tellement les gens, j'aime les aider. J'aime pas voir les gens souffrir et être dans des situations très délicates et que si j'ai de moyens, je suis capable de venir à leur chevet. Moi, j'aime ça en fait. Pour moi, quand j'atteins l'indépendance financière, je peux faire des dons, je peux aider les membres de la famille, je peux aussi aider les gens à atteindre leurs rêves, scolariser les autres, les orphelins, etc. Ça fera partie de mon plaisir, ça fera partie des éléments qui vont me donner mon bonheur. Et du coup, déjà, pourquoi est-ce qu'on doit atteindre cette indépendance financière si déjà on l'atteint, on ne peut pas aider les autres, on ne peut pas avoir le bonheur? Puisque le bonheur, parfois, c'est aussi donner les autres. C'est donner à son frère qui est au village, c'est donner à un ami qui est dans une situation très embarrassante. C'est ça aussi le bonheur. Puisque l'indépendance financière, au bout de compte, ça vous aide à être quoi? À acquérir le bonheur, à croquer la vie en plein dedans. Et pour y arriver, c'est aussi donner aux autres, c'est aussi donner aux amis, c'est aussi financer les études des autres, financer les études des enfants de votre ami qui vient de mourir, par exemple. Tout ça, ça fait partie de ces éléments-là. Dire que, eh ben, ça peut mettre à mal. C'est vrai, au début, quand vous n'en avez pas encore acquis cette indépendance-là, assister tout le monde, ça sera désastreux pour vous, je vous jure. Ce n'est pas une stratégie à mettre en place à tout moment. Il y a des moments où vous devez donner, il y a des moments où vous ne devez pas donner. Donc, en donnant, vous devez calculer. Vous devez calculer. Donc, il faudrait calculer. Ce qui renvoie justement à l'intelligence. Exactement. Quand vous donnez, vous devez calculer. Admettons que vous n'avez que les $50 qui vous restent. Il y a un problème, un ami, etc. Vous pouvez même donner $10. Vous l'avez peut vous dire, non, bon, je suis très altruiste, etc. Voilà, sympathique, comme Jésus, etc. Je lui donne tout l'argent. Moi, je vous jure, c'est une mauvaise décision. Donner le peu, donner une partie, rester quand même avec une partie. Mais à l'église, quand il faut aller offrir à Dieu, souvent les pasteurs nous disent donner le plus gros billet qui se trouve dans le porte-monnaie. Là aussi, c'est une grosse arnaque du siècle. C'est une grosse arnaque. Bon, en fait, c'est vrai, les questions de l'église, etc., on n'aime pas vraiment en parler parce que ce sont des questions très sensibles. Mais généralement, ces gens-là, pasteurs, etc., sont des entrepreneurs. Ils utilisent des stratégies manipulatoires, bien entendu, pour nous tirer quelques sous de nos poches. Quelqu'un d'avisé ne va pas s'évertuer à aller dans ces lieux-là avec tout l'argent. Des pères qui des stratégies manipulatoires qui généralement sont à l'aune de ces cultes-là puissent leur dépouiller de tout l'argent.
Moi, généralement, quand je pars à l'église, je peux partir rien qu'avec l'argent du transport et ce que je destinais à donner. Sinon, je ne pars pas avec tout l'argent. Parce que ces gens-là, ce sont de sacrés manipulateurs. Pasteurs, je parle de pasteurs, prophètes, etc. Ce sont des sacrés manipulateurs, ce sont des sacrés entrepreneurs. Tout ce qu'ils font, c'est maximiser la richesse. En vous pondant des histoires comme quoi donner, il vous sera donné, machin, truc, etc. Et quand on entend... Mais c'est dit dans la Bible, non? Non, mais qu'est-ce qui vous a dit que tout ce qui est dit dans la Bible, ça, c'est forcément vrai et qu'il faudrait les appliquer? Combien de Congolais qui appliquent tout ce qui est dit, entre guillemets, dans la Bible, mais qui demeurent pauvres? Si on devait s'en tenir à donner pour devenir riche, mais on serait probablement l'un des pays africains les plus riches, ce n'est pas le cas. Simplement, qu'est-ce qu'on a remarqué? On s'est rendu compte que dans notre cas, c'est qu'il y a plus de pasteurs qui deviennent riches plutôt que de membres et de fidèles. Donc, on comprend bien que c'est une sorte d'arnaque. Des plus avisés doivent comprendre que si vous donnez comme vous voulez. Même la Bible, il y a un endroit où on dit qu'il faudrait donner avec amour, etc. Pas être coincé. Mais qu'est-ce que font généralement ces entrepreneurs ou ces pasteurs? Ils vous coincent pour que vous puissiez donner. Donc du coup, dans ces contextes-là, je m'aimerais en appeler à la conscience des gens qui fréquentent des églises. Soyez en tout cas vigilants. Quand vous y allez, n'allez pas avec tous vos billets des banques, des pertes d'être dépouillés. Et de sortir même les restes. Et puis demain, on va vous dire non, il y aura un corbeau, l'histoire d'Élie, on vous relate tout un tas d'histoires parfois dépourvues de réalité. Mais vous devez accepter parce que c'est à l'église. Très bien. Alors, si aujourd'hui, le pays est frappé par une sorte de récession, récession économique aujourd'hui, est-ce qu'on doit toujours mettre en place les mêmes stratégies que vous avez évoquées ici pour se maintenir, soit entretenir sa santé financière? Est-ce que ça sera les mêmes stratégies ou la donne va changer? La donne va vraiment pas changer, puisqu'il faudrait se dire, dans des moments de crise, partout ailleurs, dans des entreprises, l'État, généralement, lorsqu'on est en pleine crise, la plupart des États appliquent la politique d'austérité, c'est-à-dire réduire sensiblement les dépenses. Ça, c'est même d'un point de vue macroéconomique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise, vous devez réduire sensiblement vos dépenses. Les dépenses allouées, par exemple, au ministère, etc., vous devez les réduire. Il en est de même d'un point de vue individuel. Lorsque nous sommes dans un contexte de récession, c'est-à-dire baisse drastique d'activité économique, là où le pouvoir d'achat de la population sera laminé, dans ces contextes, il faudrait être encore d'autant plus intelligent, c'est-à-dire réduire vraiment sensiblement ces dépenses trop improductives pour essayer de voir comment vous allez équilibrer pour beaucoup plus toujours investir dans les dépenses productives. Là, dans ces contextes, je dis, admettons que vous dépensiez beaucoup d'argent pour la bière, pour le loisir, etc. Vous pouvez par exemple vous dire, comme la crise est là, comme mes revenus commencent à baisser un tout petit peu, pour avoir cette résilience-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, j'ai réduit par exemple de 20 ou 30% mes dépenses liées au loisir. Et ces 30%-là, je pourrais allouer ça ailleurs, par exemple, pour d'autres investissements. Dans ce contexte-là, on sera résilient et même pendant la crise, on aura toujours une tête qui est au-dessus de l'eau. Très bien. Mais maintenant, ce n'est pas encore la récession, hein, ce n'est pas ce qu'on dit. Donc, la situation économique est certes difficile. D'ailleurs, l'illustration, ça sera dans le reportage qu'on vous balance tout de suite, puisque les dames qu'on a interrogées parlent de la souffrance atroce sur le marché, puisqu'il y a inflation, il y a dépréciation de la monnaie locale. Je vous convie de suivre ce reportage qu'on va commenter pendant quelques minutes seulement, et puis on va se retrouver juste après. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesirac de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens
avec les 100 $. Lorsque ces prix des biens-là qu'il a achetés augmentent, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, le producteur ne vend pas non plus. Et ça va directement impacter le niveau de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite, ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilité pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire. Voilà donc pour ce reportage. Monsieur Chad, vous avez suivi comment la vie est compliquée à travers ce reportage. Est-ce que ces économistes ont raison, par exemple, au sujet de l'appel qu'ils ont fait au gouvernement, mais aussi à la Banque centrale à qui on demande de contrôler notamment la masse monétaire? Oui, le deuxième économiste a raison, mais le premier, il y a un problème. Puisque on peut avoir l'inflation, cela ne veut pas dire forcément on va avoir la baisse d'activité économique, rien du tout. D'ailleurs, l'inflation généralement favorise l'augmentation du PIB, généralement. Puisque quand les offreurs se rendent à l'évidence que les prix augmentent, ça veut dire qu'ils seront incités à beaucoup produire. Et dans ces contextes, lorsque la production générale prend de l'ampleur, on n'aura pas un PIB qui décroît. Donc dire que l'inflation va créer une récession économique, bon, il n'y a pas d'évidence en tout cas. Économiquement parlant, rien ne prouve que dès lors qu'on a l'inflation, forcément, on va avoir la baisse drastique d'activité. D'ailleurs, parfois, l'inflation stimule même l'économie. Voilà, okay. Voilà. Je précise aussi que notre PIB actuellement est de 69 milliards de dollars américains. Donc, il y a encore de l'accroissement par rapport à l'année dernière. Alors, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Mais j'aimerais vous montrer une petite image, puisque j'ai vu circuler sur des statuts, sur les réseaux sociaux. On est en train de baisser donc en douceur. Une petite image qu'on va commenter. Si la régie est prête, on peut nous montrer cette image. Alors, quelque part, on dit « Save the date ». Je crois que vous avez vu ça aussi. Si on peut enlever le titre pour que l'invité puisse bien voir ce qu'on dit. Voilà, je crois que ça apparaît quelque part là. On dit « Save the date ». Alors, c'est des gens qui disent que voilà, le vice-premier ministre en charge de l'économie a promis que d'ici le 30 juin, puisque tout le monde retient la date, que le dollar va revenir à 1000. En fait, on n'entre pas dans des discussions politiques, on n'entre pas là. Mais en tant qu'expert dans le domaine, est-ce que vous pensez que ça peut être possible qu'à ce stade, puisqu'il y a fluctuation, est-ce qu'à ce stade, c'est possible de ramener le dollar américain de 24 jusqu'à 10? Actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est déjà le 23 ou le 24? Aujourd'hui, c'est le 23. Oui. C'est absolument impossible. Okay. L'impossibilité, généralement, ça ne fait pas partie de mon jargon, mais dans ces cas-là, c'est impossible. On peut prendre même tous les experts en économie, tous les experts mondiaux que vous connaissez, tous les prix Nobel d'économie que vous connaissez, du premier jusqu'au dernier, actuellement, aucun. Si vous lui donnez notre économie, actuellement, il sera capable de permettre à ce que nous puissions avoir actuellement $1 pour 1000 francs. Impossible. Puisque, qu'est-ce qui généralement fait en sorte qu'il y ait une baisse de dollars, etc., ou importance du franc congolais? C'est lorsqu'une économie produit énormément ce qu'il consomme, cette économie-là sera capable, bien entendu, d'avoir une monnaie stable. Puisque la stabilité d'une monnaie dépend de la quantité de la production.
Et surtout, notre économie, c'est que la plupart des biens et services que nous consommons, nous ne les produisons pas. Ça vient d'ailleurs. Ailleurs, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait sorti des devises. Lorsqu'il y a sorti des devises, les devises deviennent rares. Ce qui fait en sorte que la monnaie locale puisse se déprécier, puisse perdre de sa valeur. Donc du coup, dans ce contexte, lorsqu'il n'y a pas de production, à moins que nous mettons en place une structure qui va faire en sorte que toutes nos industries travaillent en plein régime, même si on arrivait à faire cela, on peut arriver à atteindre ces chiffres-là, peut-être d'ici la fin 2025. Monsieur Chad, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Patrick. Alors, je rappelle que M. Chad était l'invité de l'émission FAMECO aujourd'hui, entrepreneur, auteur des 2 ouvrages autour de la motivation personnelle. Il a une licence en économie des affaires, master en illustration des affaires, voilà beaucoup de titres. Mais j'aimerais en 20 secondes seulement, puisqu'on me dit qu'on n'a plus le temps, que vous puissiez dire comment est-ce qu'on peut vous contacter au cas où on a besoin d'un coaching autour de tout ce qu'on a dit au cours de l'émission. Ok. Très rapidement. Oui, je suis joignable, très joignable sur le 081 20 15 216. Sur Facebook, c'est Chad Manda. Dès que vous écrivez Chad Manda, vous me faites une demande d'amis. Grand motivateur. Oui, sacré motivateur. Sacré motivateur. Exactement. Vous m'écrivez sur les sacrés motivateurs, ma page, ou sur Facebook, Chad Manda, j'y réponds généralement rapidement. Simplement question de me dire le pourquoi de l'entretien ou voilà. Donc je suis joignable via ces numéros-là, le 081 20 15 216 et puis sur Facebook, Chad Manda. Tout ce qui est Chad Manda, dès que vous cliquez sur Chad Manda sur les réseaux sociaux, je suis là, j'apparais, vous me faites une demande d'amis ou vous m'écrivez, je vais vous répondre. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui certainement a été très riche pour vous. On espère qu'après cette émission, vous aussi, vous allez entamer le processus de devenir indépendant financièrement. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup.